Salut! Normalement sur la chaîne, j'alterne entre un épisode de YouTube vs la télé et un épisode de Une journée avec, mais là je suis encore en montage du dernier. D'ailleurs, sachez que ce sera Une journée avec un couple d'acteurs porno. Vous découvrirez comme d'habitude l'envers du décor de ce métier-là et croyez-moi, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment changer des préjugés habituels. D'ailleurs, petit extrait. Donc ça c'est ta chaîne, c'est ça c'est donc le back office de Pornhub. Voilà, le pull de Noël Pornhub. Comment on en arrive à être dans ce milieu-là? C'est quoi votre parcours? Pour nous, en fait, c'est parti d'un fantasme. En tant que femme, quand tu regardes les titres des vidéos sur les sites porno, tu penses que c'est une bonne image pour les femmes ou pas? On aide n'importe quel ménage, finalement, à s'y retrouver et à avoir du plaisir, et grâce à nous. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, en fait. Allez, go! Bref, ça sort le samedi 1er février à 10 h, donc pour ne pas rater ça, abonnez-vous, mettez la cloche. Surtout que je suis pas sûr qu'elle reste très longtemps sur YouTube, vu que c'est un sujet qu'ils aiment pas trop voir sur leur plateforme. D'ailleurs, ça nous emmène au sujet de cet épisode de la télé vs YouTube. On va se pencher sur les limites de ce qu'on a le droit de faire ou pas à la télé et sur YouTube. Qui décide où se situe la frontière de l'interdit et quelles sont les sanctions. Et vous allez le voir, les deux modèles sont très opposés. On va commencer par la télé. Vous avez forcément dû entendre parler du CSA. Vous savez, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On pense souvent qu'ils font un peu la pluie et le beau temps à la télé. En gros, qu'ils décident de ce qui peut être diffusé ou pas. Eh ben, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le CSA est loin d'avoir les pleins pouvoirs. Déjà, faut savoir que le rôle du CSA, c'est d'encadrer l'audiovisuel de manière globale, aussi bien à la télé qu'à la radio. Et ces missions sont vraiment très larges. Ça commence dès le début en accordant à une chaîne le droit d'exister et de diffuser. C'est eux qui le décident. D'ailleurs, petite parenthèse, ça pourrait être un sujet hyper intéressant de ce format, si ça vous intéresse, savoir est-ce que si demain je me réveille et que j'ai envie de créer une chaîne de télé, est-ce que je peux le faire et comment? Et puis faire pareil sur YouTube. Bon, même si là, je vous spoil un peu, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir une chaîne sur YouTube. Mais bref, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Un autre rôle du CSA, c'est celui d'attribuer les canaux de diffusion. Si TMC est sur le canal 10 de la TNT ou Europe 1 est sur la fréquence 91.6 à Perpignan, c'est pas eux qui l'ont décidé. C'est au CSA de répartir ça et de s'assurer que tout le monde respecte bien son canal ou sa fréquence radio. Bref, le CSA a plein de missions différentes, mais on va pas toutes les faire parce que ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est leur mission, leur rôle de gendarme entre guillemets. Pour ça, on pourrait imaginer que ce qui est autorisé ou interdit en télé est très clair et bien défini. Mais pas du tout. Le CSA s'appuie en réalité sur la loi de 1986 sur la liberté de communication. Sauf que comme c'est une loi, elle est obligée d'être très générale et de parler de globalité. Et surtout, depuis 1986, la télé a quand même beaucoup évolué. Il n'y avait pas la télé-réalité par exemple. Alors cette loi a évolué aussi depuis, mais pas de ouf non plus quoi. Bref, elle dit ceci. La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, et d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences des services publics, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité pour les services audiovisuels de développer la production audiovisuelle. Au final, tout ça reste assez subjectif quand on l'applique dans un cas concret. Est-ce que mettre des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau est au-delà de cette loi? C'est difficile à dire. C'est pour ça que c'est au CSA de trancher. Mais le CSA n'a pas de droit de censure au nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les chaînes de télé n'informent jamais le CSA de ce qui va être diffusé. En réalité, le CSA ne peut faire qu'une action a posteriori. C'est-à-dire que la séquence potentiellement problématique doit être diffusée avant que le CSA puisse s'exprimer dessus. En fait, le CSA fait confiance aux chaînes pour s'auto-réguler et s'auto-censurer. Et d'ailleurs, ils n'interviennent que très rarement. Mais ce système a une faille, celui de l'humain qui veut systématiquement repousser les limites. En fait, c'est exactement comme quand vous récupérez vos bagages sur le tapis roulant à l'aéroport. Alors oui, je sais, cette métaphore est un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Au départ, le tapis n'a pas démarré et il y a autour une espèce de zone imaginaire dans laquelle personne n'ose rentrer. C'est pour laisser l'accès au tapis quand les bagages vont arriver. Comme ça, dès qu'il y a un bagage, le propriétaire arrive, s'avance, prend sa valise et puis repart tranquillement, ça gêne personne, c'est nickel. Mais cette zone-là, elle est très floue. Et plus l'attente se fait longue, plus les gens avancent d'un pas en se disant bah, comme ça je serai le premier. Et au départ, ça se voit pas forcément. Sauf que quand une autre personne le remarque, elle se dit il a avancé, je vais faire pareil. Et puis il avance un petit peu plus. Et finalement, en un rien de temps, tout le monde est agglutiné contre le tapis, on peut plus y accéder, mais c'est trop tard. Eh bien en télé, c'est pareil. Chacun essaye de repousser les limites très subjectives du CSA et quand ils y arrivent et que le CSA tolère,
Les autres font pareil. Pour vous raconter une anecdote, quand je travaillais pour LCI, j'étais souvent en régie et il y avait un écran sur le côté avec toutes les chaînes d'infos en continu qui étaient diffusées. Et quand il y avait une information qui était délicate, du genre est-ce qu'on annonce le nom de la victime, est-ce qu'on montre la vidéo de l'otage qui s'est fait décapiter, oui, ce sont de vrais exemples. Eh bien, les directeurs de l'information attendaient, les yeux rivés à l'écran qui diffusait les chaînes d'infos concurrentes, et dès qu'une d'entre elles craquait et donnait l'info pour faire de l'audience, eh bien, il y avait un go général et on diffusait aussi. Et les autres chaînes d'infos font exactement pareil. Alors, ça peut être dégueulasse, malhonnête, choquant, tout ce que vous voulez, mais en réalité, c'est juste logique. Il faut jamais oublier que les médias, c'est du business et c'est de la concurrence, et on ne vit pas chez les bisounours. Le but, comme toute entreprise, est de faire du chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, ça passe par l'audience. Si en tant que téléspectateur, vous avez des infos exclusives sur une chaîne plutôt qu'une autre, eh ben vous irez sur celle-ci. Et tout ça, en réalité, pose beaucoup de problèmes de désinformation. Parce que parfois, toutes les rédactions ont eu vent d'une info, mais elle n'est pas encore vérifiée. Alors, au départ, personne ne la diffuse, mais si une chaîne le fait, tout le monde suit. Et de temps en temps, l'info est fausse, mais si quelqu'un l'a déjà dit à l'antenne quelque part, c'est trop tard. Il faut balancer l'info, on n'a plus le temps de vérifier. Donc en fait, le principe du CSA, d'avoir une action a posteriori, crée une roue libre médiatique totale qui n'a de barrière que celle que les chaînes se mettent elles-mêmes, en prenant exemple sur la concurrence. Mais d'un autre côté, comment pourrait faire le CSA? Interdire avant même la diffusion, ou alors en direct couper l'antenne? Ce serait la censure, et ça, c'est pas non plus la bonne solution. Et ça va même plus loin. Comme il y a une part de subjectivité pour définir ce qui est choquant ou pas à la télé, non seulement le CSA agit après coup, mais en plus, ce n'est que très rarement eux qui émettent le premier jugement sur le fait qu'une chaîne ou un programme ait dépassé les bornes. La plupart du temps, c'est vous. En signalant des séquences auprès du CSA. Ça peut se faire par téléphone, par courrier, par internet, partout. Et s'il y a un nombre conséquent de signalements, alors le CSA ouvre une enquête. Même si officiellement, ils annoncent que ce n'est pas le nombre de plaintes qui fait l'ouverture de l'enquête. Si c'est justifié à leurs yeux, une seule suffit. Mais bon, quand ils sont submergés de plaintes contre la même séquence, obligatoirement ils le prennent beaucoup plus en compte. Et s'ils se reposent un peu sur cette technique de signalement par le public, c'est parce que la loi de 1986 est trop floue. Ce qui est normal pour une loi, elle est globale et pas au cas par cas. Et donc finalement, ce qui est acceptable ou pas dépend de la société. Et elle évolue. Par exemple, il y a 10 ans, on pouvait voir des blagues très racistes, très homophobes, très sexistes à la télévision. Je vais vous donner un exemple concret avec cet extrait de l'émission Burger Quiz. C'était au tout début des années 2000 et dans cette séquence, il y a Gad Elmaleh d'un côté, Jamel Debbouze de l'autre et au milieu, une candidate au jeu. Vas-y la chinoise. Elite a dit la D. La sœur de Pikachu a dit la D. Mais c'est fou cette histoire. C'est incroyable. C'est bon, on est réconciliés. Bienvenue au Burger Quiz, Élise. Menu Corse sur la Corse, donc un menu évasion sur les évasions. D'accord. Évasion. Un menu évasion? Ouais, on va s'évader. C'est d'accord. Excusez-moi, T'es coquine toi. Aujourd'hui, c'est très choquant à regarder, mais à l'époque, personne n'a saisi le CSA. L'humour acceptable était différent. Attention, je ne porte aucun jugement dans un sens ou dans l'autre, moi je ne parle que de faits. La société évolue, et ce qui est choquant ou discriminatoire évolue aussi. Et techniquement, ce n'est pas au CSA d'imposer une bien-pensance universelle. Donc il laisse la société elle-même définir de ce qui est acceptable ou pas, et après il tranche. Maintenant qu'on a compris ça, intéressons-nous à ce qui se passe lorsqu'une chaîne franchit réellement la limite ou que les plaintes aboutissent. Soit le dépassement de la limite est clair, net et précis, comme ça a été le cas pour TF1 en 92. Pour la petite histoire, une loi vise à protéger la création d'œuvres audiovisuelles françaises ou européennes et oblige les chaînes de télévision à ce que 60% de leur diffusion de fiction soit d'origine européenne et 40% soit en langue originale française. Ce genre de choses existe aussi en radio et là c'est pareil, 40% des chansons diffusées doivent être en français. Bref, ça c'est un truc plutôt simple à vérifier. Et quand en 92 TF1 ne diffuse pas assez de fiction française, paf, le CSA sanctionne. En revanche, quand les chaînes de télé sont dans la zone de flou, c'est plus dur pour eux de trancher. Dans ce cas-là, ils font souvent appel à quelqu'un d'extérieur, un représentant de la justice, un magistrat par exemple, et ils lui confient l'enquête. Une fois terminé, il donne son rapport au CSA avec ses recommandations, mais ça reste au CSA de trancher. Et d'ailleurs, quelle sanction peut donner le CSA? Eh bien, ils peuvent se contenter d'un simple rappel à l'ordre, ce qu'ils font le plus souvent, ou alors ils peuvent obliger la chaîne à diffuser à l'antenne un communiqué rédigé par le CSA. Ils peuvent aussi mettre une amende à la chaîne, mais elle ne doit pas excéder plus de 3% du chiffre d'affaires annuel. Mais vu qu'on parle de chaînes de télé, 3% c'est des montants énormes. Par exemple, pour l'histoire de TF1 et des programmes en français en 92, eh bien, ils ont pris 5 millions d'euros d'amende. Et on n'est même pas aux 3%, loin de là. Mais ce genre de sanction par le CSA est rarissime. Tout aussi rare, ils peuvent interdire une chaîne sur une période définie de diffuser de la publicité avant, pendant ou après un programme sanctionné. Et ça fait
très mal, parce qu'on l'a vu dans les épisodes précédents, la publicité, c'est la source principale de revenus d'une chaîne. S'il n'y a pas de pub, le programme coûte de l'argent et n'en rapporte pas. Cette sanction a déjà été donnée à C8 pour Touche pas à mon poste en 2017. Il y avait plusieurs séquences jugées choquantes et le CSA a interdit la diffusion de publicité pendant 3 semaines. Le manque à gagner est énorme, on parle de plusieurs millions d'euros. Dernière sanction possible, ils peuvent suspendre la diffusion d'un programme ou carrément d'une chaîne entière. Mais là, il faudrait vraiment que la chaîne fasse n'importe quoi. Bref, le CSA a donc un rôle de régulation dans les médias. Autant pour défendre les quotas, la liberté d'expression ou les points de vue, que pour sanctionner les chaînes qui font des sorties de route. Maintenant, sur Internet et plus particulièrement sur YouTube, comment ça se passe ? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le CSA n'a aucun droit de régulation sur Internet. Pourtant, ils en rêvent, et ça depuis des années. En 1999, déjà, le président de l'époque du CSA, Hervé Bourges, avait déclaré qu'il fallait une régulation d'Internet. En 2000, il remet au gouvernement un rapport où il détaille l'importance d'une régulation du web. Et l'année suivante, en 2001, le nouveau président du CSA, Dominique Baudis, va plus loin et il dit, je cite, « Je considère que tout ce qui concerne les médias audiovisuels qui s'adressent à une masse de gens et qui ne sont ni du ressort de la correspondance privée ni du commerce en ligne relève de notre compétence. Le fait qu'il soit disponible que sur Internet n'y change rien, car la télévision ne se définit plus seulement par l'existence d'un téléviseur. » Déjà à l'époque. Donc le CSA, ça fait un bail qu'il rêve d'avoir le même rôle sur Internet qu'à la télé. Mais le truc, c'est que c'est pas à lui de décider, c'est au gouvernement. Et jusqu'à présent, ils étaient moyen chauds. Parce que déjà que c'est un peu galère à la télé alors qu'il y a peu de chaînes, ils ont toujours eu du mal à s'imaginer comment ils pourraient faire autorité sur un domaine aussi vaste qu'est Internet avec des millions et des millions de personnes. Mais le CSA, il lâche rien. Encore aujourd'hui, ils font des articles sur leur site où ils expliqueraient ce qu'ils feraient si jamais ils avaient la régulation du web. Ils font aussi des études sur l'algorithme de YouTube pour montrer que c'est un peu leur domaine. Mais non, pour l'instant, c'est pas le cas. Même si ça pourrait changer, le gouvernement est en train d'y réfléchir. Bref, du coup, sur Internet, il y a deux choses. D'abord, la loi. C'est pas parce que c'est en ligne que ça ne s'applique pas. Comme dans la vie réelle, il est interdit de diffamer, d'inciter à la haine, d'harceler, d'usurper l'identité, enfin bref, tout ça. Et là, c'est à la justice de sanctionner. Amende, prison, la vraie vie, quoi. Et puis, il y a aussi les règles des plateformes. Chacune a son règlement, et contrairement à la télé, là c'est très clair et très défini, et souvent, il prend acte en amont de la publication. Par exemple, sur YouTube, il y a tout un tas d'articles sur la plateforme, il y a même des formations d'ailleurs, pour apprendre ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Le but pour YouTube, c'est de tracer une ligne la plus claire possible, d'avoir les yeux rivés dessus, et quiconque franchit la ligne, paf, sanction. Voilà, et souvent faite par des robots d'ailleurs. Alors beaucoup critiquent cette façon de faire, mais là aussi, ils n'ont pas le choix. Vous imaginez le même principe d'auto-régulation qu'en télé? C'est impossible à cette échelle. Ça marche plus ou moins en télé parce qu'il y a peu de chaînes et qu'elles sont autorisées à émettre par le CSA. Sur YouTube, il y a des millions et des millions de chaînes avec du contenu permanent. C'est impossible d'espérer que les gens s'auto-censurent. Mais bref, du coup, sur YouTube, on n'a pas le droit à quoi? Eh bien, je vais vous lire directement sur le site, c'est plus simple. Alors, on n'a pas le droit de poster du contenu avec de la nudité ou du contenu à caractère sexuel, des contenus dangereux ou pernicieux, du contenu incitant à la haine, du contenu visuel choquant ou violent, du harcèlement ou de la cyber-intimidation, des spams, métadonnées trompeuses et escroqueries, des menaces, tout manquement aux règles des droits d'auteur, de l'usurpation d'identité et enfin mettre en péril la sécurité des enfants. Et pour les sanctions, ça ne peut pas être une amende parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Mais ça peut être la requalification de la vidéo en contenu pour adultes, la suppression de la vidéo, la désactivation temporaire de certaines fonctionnalités pour le créateur, et ça peut aller jusqu'à la suppression de la chaîne. Et là, contrairement à la télé, ça arrive très souvent. Mais là aussi, même si c'est beaucoup plus clair qu'à la télé sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, on peut quand même faire appel à une décision si on la trouve injuste. Par contre, actuellement, c'est directement auprès de YouTube, ce qui fait qu'ils sont juges et parties. Donc ça reste compliqué de faire bouger les choses et d'expliquer à YouTube que parler de règles et montrer du sang, ça peut être à but éducatif et non pas à caractère sexuel ou choquant. Les robots de YouTube restent des robots et ils ont toujours du mal avec les nuances. Enfin, en tant que spectateur, sur YouTube, c'est un peu comme avec le CSA, on peut déposer un signalement. Là, ça se fait directement auprès de YouTube et c'est forcément après que la vidéo soit mise en ligne. Et ce ne sont pas les robots qui s'en chargent, là c'est manuellement que c'est pris en compte. Au final, les deux modèles sont très différents. À la télé, on autorise la diffusion à peu de chaînes et on espère qu'ils vont se réguler eux-mêmes. On ne fait que contrôler a posteriori avec des critères très subjectifs. Et de l'autre, sur YouTube, on laisse à tout le monde la possibilité d'ouvrir une chaîne. On contrôle en amont via des robots et on fait ses propres règles. Mais dans les deux cas, on laisse les gens signaler ce qu'ils trouvent choquant pour pouvoir évoluer avec la société. Normalement, j'ai l'habitude de dire que la télé influence YouTube et YouTube influence la télé, mais dans ce cas-là, c'est la société qui influence les deux.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai volontairement pas parlé des droits d'auteur et des règles très strictes qui s'y rattachent. C'est normal, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, le prochain sujet portera sur les aides financières à la création, le CNC. Il fait beaucoup parler de lui sur Internet, il y a eu beaucoup de polémiques et on va s'intéresser à tout ça. En attendant, n'oubliez pas que le 1er février à 10 h, il y a une nouvelle vidéo, une journée avec qui sort, donc une journée avec un couple d'acteurs porno. Pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!